L'on ne peut dissocier la crypto-monnaie de la blockchain, tout comme l'on ne peut dissocier la blockchain du Web3. Ces sujets sont munis d'une certaine complexité. Néanmoins, il est important de les appréhender. Dans cette vidéo, je te présente de façon précise et concise ce qu'est la blockchain et le Web3. De ce fait, il serait important pour toi que tu la regardes jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur WizCrypto. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, car on publie 2 fois par semaine. Par contre, si tu es ancien, tu dois déjà savoir comment ça se passe. Il te suffit de lâcher un post, celui-ci et pas celui-là, car ça fait plaisir et ça aide à référencer la chaîne pour que bon nombre de personnes soient au courant de l'écosystème crypto-monnaie par le canal de YouTube. Dans les transactions communes ou quotidiennes, on a besoin de ce qu'on appelle un intermédiaire. Dans le cas de la banque par exemple, si on veut virer de l'argent à quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que nous, on aura besoin de non seulement des relevés d'identité bancaire communément appelés le RIB que l'on va soumettre à la banque et la banque par le moyen de leur gérant en chef, ça peut être un caissier ou un banquier, va tout simplement faire la transaction à notre place. Ça signifie que l'on a décidé de faire confiance à ce dernier. Néanmoins, cette transaction n'est pas sans risque car il pourrait bien évidemment disparaître avec l'argent, ce qui réduirait le pourcentage ou encore la crédibilité ou encore la confiance qu'on a vis-à-vis de la banque. Il ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la banque, mais même dans le cadre de l'immobilier. Par exemple, si on a besoin de faire une cession, si on a besoin de faire une passation, si on veut donner un bien immobilier à quelqu'un, il faudra bien sûr la présence d'un notaire. On dira que la passation a été faite sous acte notarié. Du coup, on est forcément obligé de faire confiance une fois de plus à un intermédiaire. On voit bien que ces différents intermédiaires sont assez nécessaires et indispensables. Du coup, sans eux, il n'y aurait pas de transaction. Seulement, ça signifie que ceci peut du jour au lendemain non seulement disparaître et décider de fuir avec le bien ou encore l'argent que l'on s'est donné à une tierce personne. Et donc, en 2008, avec la crise des subprimes, parce que tout part de là, on va se rendre compte que justement les gens vont perdre confiance aux banques parce que les banques ont abusé de la confiance de ces différentes personnes en gelant leurs fonds, liés aussi au fait de l'inflation où il fallait maintenir l'économie. C'est à cet instant que plusieurs personnes vont se retrouver à la rue. Bref, je vous renvoie à la crise de subprime. Dès cet instant, va entrer ce qu'on va appeler le Bitcoin. Quand le Bitcoin arrive, le but c'est vraiment de créer cette dépendance et supprimer cet intermédiaire. Mais pour supprimer cet intermédiaire, il faudrait une nouvelle technologie qui viendrait dépasser celle qu'on a actuellement, qui est tout simplement relative à la nécessité d'un intermédiaire. C'est à cet instant que va naître la blockchain. La blockchain est un registre informatisé ayant la capacité de noter toutes les transactions et elle est accessible à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde aurait la capacité de consulter la blockchain, ce qui va bien évidemment créer une certaine transparence. De ce fait, comment est-ce que va fonctionner cette blockchain? Alors la blockchain va fonctionner sur 3 critères. Le premier critère sera d'abord la sécurité, la confiance et la décentralisation. La décentralisation liée au fait que évidemment il n'y aurait pas un certain contrôle étatique, un certain contrôle gouvernemental. Le manque de ce contrôle n'exclut pas une certaine transparence. Et donc dans la blockchain, on va avoir ce qu'on appelle des blocs. Les blocs d'information qui sont reliés par ce qu'on va appeler des hashers. Et donc, le fait que tout le monde ait la capacité de détenir la blockchain va s'appeler le nœud. Comment est-ce que fonctionne proprement la blockchain? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que comme les chaînes de blocs sont intrinsèquement liées, la chose est que si quelqu'un essayait de modifier une information sur une page de la blockchain, ça voudrait dire que tout le monde aurait eu une notification signifiant que X ou Y a essayé de changer une information. Seulement, il faut qu'il y ait un consensus de validation et ce consensus de validation passe par le système des mineurs. Si on prend le cas des transactions de Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? En réalité, lorsque j'envoie du Bitcoin ou il y a des Satoshi, donc des fragments de Bitcoin à quelqu'un, sur cette transaction, il y a une multitude de personnes qui doivent valider. Ça veut dire qu'on pourrait être par exemple 400 mineurs et donc miner d'abord c'est quoi? C'est le fait de tout simplement soumettre des équations mathématiques à des ordinateurs ou encore à des chaînes de minage pour que les bitcoins soient créés. Et lorsque tout le monde serait d'accord sur une formule mathématique permettant de faire la transaction, on dit que là il y a création de bitcoin.
Donc, ça implique que si moi je fais une transaction de Satoshi par exemple à quelqu'un, 400 personnes peuvent être les validateurs sur une seule transaction. Ça veut dire que si 399 acceptent et que la 400e personne refuse de valider la transaction sera tout simplement nulle. Donc vous voyez que c'est un mécanisme qui est assez complexe en ce que tout le monde doit forcément être d'accord sur une seule transaction. C'est ce qui va créer un niveau de sécurité assez ultime sur la blockchain. Il était donc question de vous prendre le cas de Bitcoin pour illustrer comment est-ce que fonctionne la blockchain et son processus de sécurité. Seulement, il faut savoir que le potentiel de la blockchain ne se limite pas qu'à la crypto-monnaie, car la crypto-monnaie étant une partie de la blockchain. La blockchain vise à tout décentraliser et ainsi on va rentrer dans ce qu'on appelle le processus de la tokenisation. C'est quoi la tokenisation proprement dit? C'est de rattacher la valeur d'un actif à un jeton. Ça voudrait dire que comme en bourse on peut acheter des fragments d'actions, dans la blockchain, on pourra aussi acheter des fragments inactifs par exemple. Ça voudrait dire que si j'ai un immeuble, si on parle de la tokenisation immobilière, si j'ai un immeuble, et bien évidemment, je vais transformer cet immeuble en jeton dans la blockchain. Donc les gens pourront venir acheter des jetons de cet immeuble-là. On dira que l'immeuble a été coté en blockchain, comme on parle de coté en bourse. Bien évidemment, ça c'est ce qui concerne la tokenisation. Je reviendrai certainement dans une autre vidéo. Mais le même processus de décentralisation peut aussi s'appliquer dans tous les domaines qui existent, car la crypto-monnaie ne constitue que le domaine économique. Mais si on prend par exemple le domaine politique, ça voudrait dire que le processus de blockchain ou encore de décentralisation pourrait régler les problèmes fréquents, surtout dans les pays africains qui sont liés au vote. Ça veut dire qu'on va créer un contrat intelligent dans lequel on pourra voter dans la blockchain, et comme la blockchain a un effet irréversible, ça veut dire que si quelqu'un écrit, tout le monde a vu que la personne a écrit, on ne pourra pas frauder, on ne pourra pas tricher parce que le résultat que la blockchain aura donné à la fin selon le calcul des votes, ce sera celui-là, car tout le monde a la preuve que X ou Y personne a bel et bien voté. Différent de ce qu'on voit en Afrique où on a des bulletins blancs, où on ajoute des bulletins, on dit que X ou Y a eu telle voix. Bien évidemment, la blockchain viendrait résoudre tout ce problème. Du coup, il ne faut pas juste voir la blockchain rattachée directement à la crypto-monnaie. J'espère que l'explication sur la blockchain jusqu'ici a été très claire. Venons-en au fait du Web 3.0. Pour comprendre le Web 3.0, il faut d'abord comprendre le Web 1. On est dans les années 1990 quand Internet arrive. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la création des premiers sites Internet. Et donc, dans ces premiers sites Internet, dans le Web 1, je vous la fais courte, il est donc question d'aller à la quête de l'information. Vous savez bien que lorsqu'on voulait avoir les informations avant, on allait dans ce qu'on appelait des bibliothèques, lire des livres, etc. Seulement, les bibliothèques n'étaient pas disponibles partout. Il fallait donc créer un moyen pour que l'information soit accessible à tout le monde. De ce fait, on va créer le Web 1, qui est tout simplement le fait d'aller sur Internet, prendre les informations. Les gens n'avaient qu'à se connecter avec leur ordinateur pour tout simplement, et les anciens ordinateurs à l'époque, il faut le préciser, pour tout simplement aller sur Internet, prendre les informations dont ils avaient besoin. Donc, ils consultaient juste le web. Ensuite, va arriver ce qu'on appelle le Web 2. Internet va migrer pour le Web 2. Et dans cette migration, le Web 2 est majoritairement caractérisé par quoi? Les réseaux sociaux. Je vous renverrai bien évidemment d'abord à Facebook, en l'occurrence Mark Zuckerberg. Donc quand les réseaux sociaux arrivent, notamment Facebook vers 2008-2009, on va se rendre compte que les réseaux sociaux, donc le Web 2 aura pour but de résoudre le problème que le Web 1 n'a pas su résoudre. Bien évidemment, l'interaction. Ce qui se passe, c'est que dans le Web 1, c'est juste la quête de l'information. On va apprendre en échange avec personne. Or, dans le Web 2, il y a ce qu'on va appeler la création du contenu. Il est donc évident qu'aujourd'hui, les gens créent du contenu, les gens font des vidéos, les gens sont des créateurs vidéo, les gens proposent leurs produits sur Internet. La preuve en est, je suis en train de faire cette vidéo que je vais mettre sur YouTube. Du coup, nombreuses sont les personnes qui vont créer du contenu et mettre par exemple sur Facebook. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction. Bien évidemment, il y a des commentaires, il y a des likes, il y a des partages. Il n'est plus question de justement aller voir, mais de proposer aussi, montrer au monde que moi aussi j'ai quelque chose à donner. Ça, c'est le Web 2. Seulement, quand le Web 2 arrive, il y a ce qu'on va appeler le partage des données. Donc,
Facebook aurait la capacité d'avoir nos données c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des informations qui sont sur nous, sur notre messagerie, nos publications, bref, toutes nos données sont partagées. Ça fait que souvent, si vous êtes en train de naviguer et que au préalable vous êtes en train de chercher un balai, vos données ont déjà été partagées. Pas étonnant que Alibaba ou encore Jumia, pour le cas du Sénégal, viennent tout simplement vous proposer des publicités qui sont en rapport avec ce que vous cherchez. Bien évidemment, ça donne l'impression d'être espionné. Ce n'est pas une simple impression, mais c'est tout simplement le cas. C'est pour régler ces problèmes liés au fait que nous ne soyons pas détenteurs nous-mêmes de nos propres données, de nos propres contenus, car vous n'êtes pas sans ignorer que en réalité, nos données sont vendues à des milliards par les entreprises. Facebook utilise nos données qu'ils vendent. Pas étonnant que ceux-ci se font assez d'argent avec nous. Mais nous ne le savons pas car nous sommes bien occupés à liker, à commenter et à partager les vidéos ou encore les photos sur les réseaux sociaux. Il faut régler ce problème. Bien évidemment, Facebook, en l'occurrence Mark Zuckerberg, a nombreuses fois été appelé à la barre aux États-Unis d'Amérique pour répondre suite aux plaintes que les gens ont adressées sous prétexte de ne pas être libre et d'être espionné, de ne pas avoir l'autonomie sur leurs données. Donc nombreuses sont les fois où il est déjà allé à la barre se défendre, bien évidemment aux États-Unis d'Amérique. Et donc le Web3 vient tout simplement régler ce problème. Le Web3 va arriver avec Vitalik, le fondateur de Ethereum. Du coup, on va parler de la décentralisation et bien évidemment la blockchain. Le Web3, il est donc question ici de parler de décentralisation. Tout utilisateur aurait le contrôle sur ces données. Et donc aujourd'hui, le Web3 est plus rattaché au métaverse. Ce qui est évident, c'est que c'est pour tout comme les banques ont gaffé avec les gens, donner de l'autonomie à leurs utilisateurs par le Web3, mais aussi dans le domaine de l'économie par la crypto-monnaie. Du coup, c'est ce qu'il faut retenir de manière brève. Donc, dans le Web3, on aura non seulement le contrôle de nos données, mais on aura aussi l'accès à ce qu'on appelle le métaverse. Car oui, le but étant vraiment de décentraliser. S'il faut parler de métaverse, on dira tout simplement que c'est un monde virtuel représentant le monde physique. Donc, c'est le monde physique qui est représenté dans le virtuel, où on aurait la capacité d'avoir un avatar, d'avoir une vie virtuelle, où on va donner de la valeur à ce qu'on gagne dans le monde virtuel. Par exemple, pour les personnes qui jouent à Subway Surf, vous récoltez des pièces. Mais dans le métaverse, vous pourrez déjà utiliser ces pièces. Vous pourrez même les convertir du métaverse au monde physique pour avoir des vrais gains. Du coup, c'est un peu ces révolutions que vient apporter le métaverse. En l'occurrence, on peut juste retenir que ce sont les imperfections du Web 2, donc les réseaux sociaux de manière générale, que l'on vient résoudre dans le Web 3. C'est tout simplement donner de l'autonomie aux personnes, non plus seulement sur leur argent, mais aussi sur leurs données. Car les données d'une personne sont vraiment très importantes. C'est avec les données qu'on peut déterminer face à quel type de profit nous sommes tout simplement. La vidéo a été longue, je sais, mais j'espère qu'elle a été vraiment instructive. Pour toutes les personnes qui se lancent dans le domaine de la crypto-monnaie, il est donc important que vous connaissiez la notion de blockchain et le Web 3. Ne vous limitez pas seulement à cette vidéo, je vous invite encore à faire plus de recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager. Bienvenue sur Wiz Crypto, on se retrouve dans une autre vidéo. Peace out.